Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet aussi discret qu'essentiel, les mécanismes de défense. Ces réactions automatiques, souvent inconscientes, sont là pour nous protéger de ce qui est trop douloureux, trop intense ou trop difficile à accepter. On les utilise tous sans forcément les repérer et parfois sans mesurer leur impact. Dans cet épisode, on va d'abord comprendre comment ces mécanismes fonctionnent avant de découvrir les différents types qui existent, des plus archaïques aux plus élaborés. Je vous donnerai aussi des exemples concrets pour mieux les reconnaître dans votre quotidien. L'objectif, c'est de prendre conscience de ces fonctionnements invisibles qui, parfois, faussent notre perception de la réalité, pour ne plus laisser nos réactions nous diriger à notre insu. Alors installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Avant d'aborder les différents mécanismes de défense, il est essentiel de comprendre leur origine, ce qu'ils sont précisément, ainsi que leur fonctionnement et les raisons pour lesquelles ils se manifestent. Un mécanisme de défense est une réaction automatique que notre esprit met en place, sans qu'on s'en rende compte, et pour nous éviter de ressentir une souffrance trop forte. On parle ici de stratégie psychique, et il est important de bien comprendre ce terme. Quand on dit psychique, on parle de ce qui concerne notre monde intérieur, nos émotions, nos pensées profondes, nos souvenirs, ou même nos conflits internes. Donc, un mécanisme de défense est une façon pour notre esprit de gérer une tension intérieure trop forte. Cette tension, elle peut venir de désirs qu'on a mais qui sont interdits par notre morale ou impossibles à réaliser dans le monde réel. Elle peut aussi être provoquée par des souvenirs douloureux, par une émotion qu'on n'arrive pas à gérer ou par une image de soi que l'on refuse de voir. Et en fait, le rôle de ces mécanismes est donc de nous protéger de cette douleur en l'éloignant ou en nous transformant pour qu'elle soit plus supportable. Freud, l'un des fondateurs de la psychanalyse, a proposé un modèle pour comprendre notre vie mentale. Il est assez compliqué, donc je vais essayer de l'expliciter. Il distingue 3 grandes forces internes qui cohabitent en chacun de nous. La première, qu'il appelle le « ça », correspond à nos pulsions brutes, nos envies, nos besoins primaires, mais aussi notre recherche de plaisir immédiat. C'est la part la plus instinctive de nous-mêmes. Ensuite, il y a la deuxième qui correspond au « surmoi ». C'est en quelque sorte notre conscience morale intériorisée au fil de notre éducation. Elle représente ce que l'on doit ou ce que l'on ne doit pas faire, d'après les attentes sociales ou même familiales. Et la troisième, c'est le « moi », qui joue le rôle du médiateur. Donc il essaie de faire le lien entre ses pulsions internes, c'est-à-dire le « ça », et la réalité extérieure, c'est-à-dire le surmoi, avec les contraintes sociales et les limites à ne pas franchir. Quand ces 3 grandes forces sont en tension, par exemple quand le « ça », nos pulsions et envies brutes, veut quelque chose que le surmoi, c'est-à-dire notre conscience morale et nos interdits intériorisés, interdit, ou quand la réalité rend un désir inaccessible, cela crée une souffrance à l'intérieur de nous, une forme de malaise ou de tension qu'on appelle souffrance psychique. Et c'est dans ces moments-là que le moi, la partie de nous qui essaie de maintenir l'équilibre entre nos désirs, nos valeurs et le monde extérieur, pour ne pas être débordé, met en place un mécanisme de défense. Il cherche à réduire la pression en changeant la façon dont on perçoit une situation ou en repoussant une pensée ou une émotion difficile hors de notre conscience. Ce sont des stratégies que l'on met en place sans le savoir. Et si certaines sont adaptatives, d'autres, en revanche, peuvent figer la pensée, la relation à soi et aux autres et gêner le développement personnel. Est-ce que tout le monde a des mécanismes de défense ? La réponse est clairement oui. D'ailleurs, il est tout à fait normal et sain d'utiliser un mécanisme de défense de façon ponctuelle. D'ailleurs, c'est même un signe de bon fonctionnement psychique. Savoir se protéger temporairement pour pouvoir continuer à agir ou à penser sans être submergé. Par exemple, réprimer une émotion le temps d'une réunion importante ou se défendre d'une remarque blessante pour garder son calme en société sont des stratégies adaptatives. Le vrai problème, c'est quand ces mécanismes de défense deviennent automatiques, rigides et surtout qu'on les utilise tout le temps sans même s'en rendre compte.
Quand on fait toujours la même chose pour se protéger, ça peut nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Ça peut aussi fausser la façon dont on se voit soi-même, comment on voit les autres ou comment on comprend ce qui nous arrive. Par exemple, imaginons quelqu'un qui porte en lui une grande colère, mais qui n'en a pas conscience ou qui refuse de le reconnaître. Peut-être parce qu'il a appris que la colère c'est mal, que ce n'est pas acceptable ou qu'il en a peur. Alors, cette colère reste refoulée, stockée à l'intérieur. Et comme elle doit bien sortir quelque part, elle se projette sur les autres. Et cette personne va voir de l'agressivité partout. Elle va dire que les autres sont tendus, hostiles, qu'on lui en veut, qu'on la provoque. Mais parfois ça va plus loin. Elle peut finir par attaquer l'autre en retour, comme si elle se défendait d'une menace, qui en réalité vient d'elle-même. Sans s'en rendre compte, elle devient violente, sèche ou méprisante, alors qu'elle pense simplement se défendre. C'est ça, un mécanisme de défense négatif, et ici la projection. On attribue à l'autre ce qu'on n'arrive pas à reconnaître en soi, et quand ça devient automatique, ça peut détruire des relations, créer des conflits inutiles, et surtout, maintenir quelqu'un dans un aveuglement total sur ses propres émotions. Autre exemple, le déni. Imaginons Julie, qui a un problème avec l'alcool. Son ça cherche à satisfaire ses pulsions, ici boire pour soulager un mal-être. Mais son surmoi, les règles, les valeurs et la culpabilité, juge cela inacceptable. Et donc pour éviter ce conflit intérieur, son moi met en place un mécanisme de défense. Elle nie la réalité. Elle dit qu'elle n'a pas de problème, qu'elle boit comme tout le monde, ou que c'est juste pour se détendre. Le déni lui permet de continuer à fonctionner sans faire face à une vérité douloureuse. Sauf que plus ce mécanisme devient rigide, plus il empêche d'aller bien. Ces deux exemples montrent bien comment un mécanisme de défense peut complètement déformer notre perception. Et surtout, comment il peut s'installer sans qu'on le remarque. Alors maintenant qu'on a les bases, on va rentrer dans le concret. On va voir ensemble les principaux mécanismes de défense, ceux qu'on utilise tous, souvent, sans s'en rendre compte. En commençant justement par ceux dont on vient de parler, la projection et le déni. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de mécanismes de défense et qu'on peut les classer selon leur degré de maturité. On va commencer ici par les plus archaïques, qu'on appelle les mécanismes de défense primitifs. Ces mécanismes apparaissent très tôt dans la vie, souvent dès l'enfance, et ce n'est pas un hasard. Ils traduisent une tentative instinctive de protéger notre esprit lorsqu'une émotion ou une expérience est trop intense, trop soudaine ou simplement trop difficile à comprendre. On parle de mécanismes primitifs, non pas pour les juger, mais parce qu'ils fonctionnent selon une logique très basique. Tout blanc ou tout noir, sans nuance. Ce sont les plus bruts et les plus radicaux. Il y a parmi eux le déni. Le déni, c'est quand on refuse inconsciemment d'accepter une réalité trop douloureuse à regarder en face. Ce n'est pas juste se mentir à soi-même ou faire semblant, c'est comme si notre esprit disait non, ça ne peut pas être vrai, parce que le reconnaître nous ferait trop de mal. On l'avait vu tout à l'heure avec l'exemple de Julie, cette femme qui boit tous les soirs pour calmer un mal-être, mais qui affirme qu'elle n'a aucun problème. C'est plus simple de nier que d'affronter la souffrance qu'il y a derrière. Autre mécanisme primitif, tout aussi puissant, c'est la projection. Elle fonctionne un peu différemment, mais avec le même objectif. Protéger notre esprit face à ce qui est trop difficile à accepter. Plutôt que de reconnaître certaines émotions ou pensées en soi, on va inconsciemment les coller sur quelqu'un d'autre. Par exemple, imaginons une personne qui ressent une profonde honte après avoir fait une erreur grave, mais qui refuse de l'admettre. Au lieu d'accepter cette honte, elle va commencer à voir chez les autres du jugement, de la critique et du mépris. Elle pense que les autres la regardent de travers, la jugent sévèrement, alors que c'est elle qui projette cette peur intérieure. Cette projection brouille la réalité et elle crée des tensions là où il n'y en aurait pas forcément. Passons maintenant au clivage, un autre mécanisme primitif qui joue sur la manière dont on perçoit le monde et les personnes autour de nous. Le clivage, c'est quand on divise tout en deux catégories bien distinctes.
tout est soit entièrement bon, soit entièrement mauvais. Il n'y a pas de zone grise, pas de nuance ni d'ambivalence. Ce fonctionnement extrême sert à simplifier ce qui est souvent complexe et difficile à gérer émotionnellement. Un exemple concret, souvent très courant dans les conflits amoureux, la personne aimée hier est soudainement perçue comme un ennemi ou un manipulateur sans que l'on puisse se souvenir des moments positifs. Ici, le clivage sert à protéger le cœur brisé en évitant de ressentir la douleur de la nuance, du manque et de la complexité de la relation. Par la suite, il y a un autre type de mécanisme dit intermédiaire ou névrotique. Ces mécanismes apparaissent généralement plus tard dans le développement psychique, souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte, et ils sont bien plus répandus qu'on ne le pense. Ils ne déforment pas totalement la réalité comme le font certains mécanismes primitifs, mais ils la modifient juste ce qu'il faut pour qu'elle devienne un peu plus supportable. Ils peuvent être efficaces, mais s'ils sont utilisés de manière trop rigide ou trop fréquente, ils finissent par empêcher la personne d'affronter ce qui la dérange vraiment. Un bon exemple de ça, c'est le refoulement. Le refoulement, c'est quand une pensée, un souvenir ou une émotion jugée inacceptable est expulsée de la conscience, comme si elle n'avait jamais existé. Mais attention, ce n'est pas un oubli volontaire, c'est inconscient, le contenu refoulé ne disparaît pas, il reste actif, en arrière-plan, et peut réapparaître sous une autre forme. Par exemple, imaginons une personne qui a vécu un événement douloureux dans l'enfance, mais qui ne s'en souvient pas du tout. Pourtant, certains lieux, certaines phases ou certaines situations déclenchent chez elle une angoisse qu'elle ne comprend pas. Elle dit ne pas savoir pourquoi elle se sent mal, et ce malaise persiste. Et c'est souvent un indice qu'un contenu refoulé continue d'agir en sourdine. Autre mécanisme de cette catégorie, c'est la formation réactionnelle. Ici, il s'agit de transformer une pensée ou un sentiment inacceptable en son exact opposé. L'émotion est toujours là, mais elle est dissimulée, retournée, et c'est une sorte de camouflage psychique. Par exemple, une personne qui ressent de la jalousie ou du ressentiment envers un proche peut développer en réaction une attitude extrêmement bienveillante, douce, voire excessive. Elle se montre très attentive, elle multiplie les actions, mais cette bienveillance peut parfois sonner un peu faux ou être trop intense pour sembler naturelle. C'est une manière de masquer l'émotion réelle que la personne n'ose pas reconnaître, même vis-à-vis d'elle-même. Un dernier exemple dans cette catégorie est l'intellectualisation. Ce mécanisme permet de se protéger d'un choc émotionnel en le traitant uniquement sur le plan intellectuel. Plutôt que d'éprouver une douleur, une peur ou une tristesse, on analyse, on théorise et on se réfugie dans le raisonnement. Par exemple, quelqu'un qui apprend une mauvaise nouvelle comme un mauvais diagnostic médical peut commencer à en parler de manière très froide en utilisant des termes techniques ou en relativisant tout avec des généralités du type « de toute façon, tout le monde meurt un jour ». Cette prise de distance permet d'éviter d'être submergé par l'émotion, mais elle empêche aussi, à court terme, de traverser pleinement ce que l'on ressent. Et pour finir, il y a les mécanismes de défense que l'on appelle matures. Ces mécanismes sont les plus évolués, dans le sens où ils permettent de faire face aux tensions internes sans trop déformer la réalité, tout en préservant les liens avec les autres. Ils s'activent souvent automatiquement, de manière inconsciente, mais ils ont un effet bénéfique aussi bien pour la personne que pour son entourage. Ce sont les mécanismes qu'on observe le plus souvent chez les personnes équilibrées ou qui ont pu traverser certaines épreuves en développant une capacité de recul. Parmi eux, on trouve l'humour. Mais attention, il ne s'agit pas ici de moquerie ni d'ironie blessante. Il s'agit d'un humour qui inclut la personne elle-même, qui lui permet de prendre un peu de distance par rapport à une situation difficile. C'est ce que l'on appelle l'autodérision. Par exemple, quelqu'un qui traverse une période de chômage peut dire avec un sourire « Au moins, j'ai du temps pour devenir un expert de la sieste ». Derrière cette plaisanterie, il y a bien sûr une douleur et une inquiétude, mais l'humour permet de la transformer et de l'alléger. C'est une manière de ne pas sombrer tout en gardant un pied dans la réalité. Un autre mécanisme très connu, c'est la sublimation. C'est le fait de transformer une pulsion ou encore une émotion brute,
comme l'agressivité, le désir ou la tristesse, en quelque chose de socialement acceptable, voire de valorisé. Imaginons une personne qui ressent une colère intense, mais qui choisit de canaliser cette énergie dans la musique, la peinture, le sport ou même l'engagement social. Ce qui aurait pu exploser ou se retourner contre elle devient alors un moteur et une force. La pulsion n'est pas niée, elle est transformée. Et enfin, il y a l'anticipation. Ce mécanisme consiste à imaginer à l'avance une situation potentiellement stressante pour s'y préparer émotionnellement. Il ne s'agit pas d'angoisser inutilement, mais de s'équiper psychiquement avant que la difficulté n'arrive. Par exemple, une personne dont un parent est gravement malade peut, tout en étant présente au quotidien, commencer à envisager ce que sera sa vie après la perte. Elle pense à l'organisation, au soutien possible, mais aussi à la façon dont elle pourra traverser le deuil. L'anticipation permet de ne pas être complètement démunie quand la réalité se présente. Et malgré tout, une anticipation extrême est nocive pour la santé mentale et crée de l'anxiété. Ces mécanismes dits matures n'effacent pas la douleur, mais ils permettent de l'accueillir autrement, de la traverser avec plus de souplesse, plus de force intérieure aussi. On ne les choisit pas toujours consciemment, mais on peut les cultiver. Et plus on en comprend le fonctionnement, plus on apprend à repérer en soi ce qui se joue quand quelque chose nous bouleverse. Ce n'est pas une affaire de volonté ou de morale, c'est une affaire d'équilibre, d'adaptation et parfois de survie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre ces mécanismes de défense qu'on utilise souvent sans même s'en rendre compte. Ils peuvent nous protéger, oui, mais parfois aussi compliquer nos relations ou brouiller notre lien à nous-mêmes. Le plus important, c'est d'en prendre conscience petit à petit et à son rythme. Dans le prochain épisode, on parlera de cette fameuse zone de confort, pourquoi elle est si rassurante et pourquoi elle peut aussi devenir une prison dorée. Et rappelle-toi, tu es déjà suffisant et suffisante, exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée.